Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au cœur de Florence, sur la place de la Seigneurie, se trouve le fameux palais vieux, le Palazzo Vecchio. C'est une sorte de forteresse anguleuse, majestueuse, avec sa coursive crénelée, ce haut beffroi toscan. C'était bien sûr le palais de ceux qui gouvernaient Florence, les membres de la Seigneurie. Devant la façade principale, 2 statues monumentales en marbre. Elles sont là, qui montent la garde et qui littéralement attirent des foules de touristes avec leur téléphone en train de les photographier. C'est bien sûr l'Hercule de Bandinelli et puis le David de Michel-Ange. Alors, pour être tout à fait objectif et vrai, ce David est une copie en marbre bien sûr, qui a été faite par Arrighetti. Depuis 1873, on a décidé de transférer le David original 2 rues plus loin, dans la galerie de l'Académie, à l'abri des intempéries, des pigeons, des éventuels vandales aussi. Cette galerie, c'est un musée, et là, dans une sorte de grand couloir, peut-être pas exposé comme on pourrait rêver de le voir d'ailleurs, vous trouverez le vrai David, qui fait 5,17 m de haut. C'est une très grande statue qui représente cet homme jeune, nu, debout, en appui sur sa jambe droite, la gauche un peu pliée, le bras droit qui pend le long du corps et la main droite qui tient les extrémités d'une fronde dont les lanières vont lui passer dans le dos pour remonter en diagonale jusqu'à l'épaule gauche. Et sur cette épaule, David tient de son autre main le galet, enveloppé dans le creux de la fronde, ce galet qui va être son projectile. De loin, la beauté pure, harmonieuse, équilibrée, et de plus près, la force musculeuse en puissance, parce que ce David n'est pas, comme on le représente souvent dans l'art occidental, un adolescent gracile. Non, là, c'est un homme fait, ce n'est pas un éphèbe en devenir, c'est un athlète accompli. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qui est David dans la Bible, ce jeune berger? Son chant et la musique de sa harpe apaisent le roi Saül d'Israël. Quand les Philistins attaquent le royaume, eh bien David va devoir affronter l'arme principale des Philistins, c'est-à-dire le géant Goliath, armé de sa fronde. La fronde, c'est l'arme toute simple, toute modeste, des modestes bergers, bien sûr. David, le petit David, va projeter un galet sur le front du gigantesque Goliath qui s'écroule. Et David lui tranche la tête. Alors, encore une fois, d'habitude, on montre la malice du petit adolescent fragile face à la force aveugle et bête d'un géant. Eh bien là, ce n'est pas ce qu'a voulu Michel-Ange. Michel-Ange nous montre un David qui est lui-même un peu gigantesque. Il est saisi juste avant le lancer de son projectile et par cet instant suspendu, eh bien, on peut dire de Michel-Ange qu'il nous maintient en haleine, et ça dure comme ça depuis des siècles. Sa sculpture, sans doute la plus célèbre du monde, est bien sûr considérée comme l'un des plus purs chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au départ, c'est pas devant le palais du gouvernement que devait trôner la statue, c'est le long de la célèbre cathédrale de Florence, le Duomo, vous savez, avec cette espèce de gigantesque coupole, Santa Maria del Fiore, pour l'appeler par son nom, cette grande et magnifique église. Si on remonte à l'époque de Michel-Ange, le 16 août 1501, Florence est une république dirigée par un grand conseil. Les Médicis ont été chassés à l'époque, ils ont été chassés 7 ans plus tôt. Il y a eu la dictature théocratique de Savonarole, dont j'ai eu l'occasion de vous parler plusieurs fois. Savonarole, maintenant, est mort. Les administrateurs de la cathédrale sont réunis en conclave et ils s'interrogent sur la destination d'un bloc de marbre qui est là, qui dort dans la loge depuis des décennies et qui fait 5,25 m de haut. C'est une veine magnifique, c'est un morceau de marbre absolument extraordinaire, comme on en voit peu quand même. À Carrare, il a été extrait de la carrière de Fantiscriti. On est Carrare, c'est entre Gênes et Florence, et il a été extrait, vendu
aux Florentins, et le projet initial, c'était de sculpter un David pour orner la cathédrale. Et 2 sculpteurs se sont essayés à ce tour de force, en 1466 et en 1476, et tous 2 ont jeté l'éponge, ou en l'occurrence ont jeté le ciseau, parce qu'ils ont estimé que finalement le marbre n'était pas de si bonne qualité. Et puis, les dimensions du bloc sont tellement hors de proportion. Il est très plat si l'on le considère par rapport à sa hauteur. Il n'est pas assez profond selon les sculpteurs. On ne peut pas faire ce qu'on veut de ce morceau de marbre. Bref, 35 ans plus tard donc, les administrateurs se disent qu'on a ce marbre, c'est quand même dommage de rien en faire, il faut relancer le projet. Et cette fois, ils vont faire donc appel à un jeune sculpteur qui s'appelle Michelangelo Buonarroti. Et il rédige le contrat suivant, je cite le contrat. Les honorables consuls de l'Arte della Lana, réunis en audience dans la salle de la loge, avec les dirigeants aux usages et honneurs de la loge, ont élu sculpteur de la loge l'estimable maître Michelangelo Buonarroti, citoyen de Florence, et l'ont chargé d'exécuter et de finir en l'espace de 2 ans une figure en marbre appelée le géant de 9 coudées de haut, qui fut autrefois grossièrement mais mal ébauché par maître Agostino de Florence. Et on décide que la loge paiera Michel-Ange 6 florins d'or par mois, ce qui est une belle somme, et précise. La loge prendra toute mesure pour lui apporter son aide et mettre à sa disposition des assistants, du bois et toutes autres choses dont il aurait besoin. Quand l'homme en marbre aura été achevé, les consuls et dirigeants de la loge jugeront si l'œuvre mérite un salaire plus élevé. Ça, c'est évidemment ce qu'on fait miroiter à l'artiste qui, pour tout vous dire, convoitait cette commande prestigieuse. Michel-Ange est très heureux qu'on lui confie ce bloc de marbre. Il a 26 ans, il a déjà été très reconnu, Michel-Ange. Il racontera comment sa famille l'avait confié à une nourrice dont le mari était tailleur de pierre. Il a grandi, lui qui était plutôt de bonne naissance, dans cet environnement très populaire. « J'ai bu au sein par le lait de ma nourrice le burin et le marteau dont je fais mes figures », dit-il. Et à 12 ans, lui-même allait devenir apprenti dans l'atelier du peintre et sculpteur Ghirlandaio. Il devait copier des sculptures antiques de la collection de Laurent de Médicis, tous les grands antiques de l'Académie de Florence, vous imaginez, on n'en a pas d'exemple, ou tout au moins pas d'exemple actuellement reconnu comme tel, même si on peut penser que certaines œuvres extraordinaires sont de Buonarroti. Et puis ensuite, il a sculpté un Hercule dans un bloc de marbre qui faisait déjà 2,32 m haut. Je cite Frank Zollner dans son Michel-Ange, qui est paru chez Taschen. Elle était la plus grande statue, cette statue qu'il avait faite, ce Hercule, elle était la plus grande statue de marbre jamais réalisée sur un sujet antique. Même au XVIe siècle, rares seront les statues profanes qui dépasseront cette taille. À Bologne, on le voit sculpter un Procule, qui est un adolescent soldat et martyr, dont déjà le corps et les traits annoncent ceux de Michel-Ange. Il a 19 ans quand il sculpte ça. Et puis un peu plus tard, à 24 ans, il est à Rome maintenant, il va livrer, vous le savez, cet extraordinaire chef-d'œuvre qu'est la Pietà, cette Vierge avec sur les genoux ce Christ qui est en train de lui tomber des genoux. C'est tout à fait extraordinaire, cette Pietà qui lui vaut la reconnaissance de tout le Vatican, du pape lui-même, des princes de l'Église. Elle était exposée dans la basilique Saint-Pierre, privilège magnifique. Et puis, 2 ans plus tard, dans l'atelier de la loge de la cathédrale de Florence, Michel-Ange se campe donc devant ce bloc de marbre, gigantesque, plus de 5 mètres, vous avez vu, et il doit en tirer un David. Eh bien, il faut l'imaginer, là, ce sculpteur qui fait plusieurs fois le tour du bloc de marbre, qui le palpe, qui le sent, qui essaie de le deviner ce qui va sortir de tout cela. À nous deux, maintenant, ce bloc de marbre, à nous deux, Florence. Il va falloir que Michel-Ange se confronte à la matière. Vous écoutez Radio Classique. Alors, il avait donc déjà été un peu creusé, ce bloc de 5,25 m de haut. On avait déjà un peu la silhouette d'un personnage qu'on appelait le géant.
Michel-Ange mesure ça et tourne autour, je vous le dis, et puis il fait des croquis, bien sûr. 3 de ses dessins sont d'ailleurs conservés au Louvre. Une étude du bras droit qui tient la fronde le long de la cuisse, une autre étude du torse de David, en face cette fois, et puis une 3e étude pour la figure un peu penchée. Mais les experts ne sont pas tout à fait certains d'ailleurs que les 2 dernières aient servi à la réalisation de ce David. C'est très probable, ce n'est pas une certitude. Michel-Ange a sculpté un autre David plus petit, qui lui a été coulé en bronze, et l'historien Frédéric Hart formule l'hypothèse qu'il aurait fasciné un modèle en terre cuite avant de s'attaquer évidemment aux morceaux de marbre. Bref, en raison du bloc haut et plat, le volume du thorax, du dos sont contraints à une certaine finesse, et Michel-Ange imagine un personnage qui ne serait pas en mouvement mais bien dressé, au repos, dans l'attente du combat. Il n'a pas le choix vu la forme du bloc. En septembre 1501, il donne les premiers coups d'ébauchoir et il n'a pas livré le récit de son travail. C'est un homme secret, Michel-Ange, qui travaille seul, qui ne forme pas d'élèves. On n'a pas de récit, sauf que, en 2003, les experts ont ausculté la statue de très près en vue d'une restauration. Et Christina Achinini-Lukina, qui a écrit chez Actes Sud un Michel-Ange sculpteur assez magnifique, nous emmène dans l'atelier du maître, grâce aux travaux qui ont été réalisés donc 500 ans plus tard. L'étude des traces laissées par les outils sur la sculpture a permis d'identifier différents outils de percussion qui requièrent sûreté et précision dans le geste, puisque tenu d'une main et frappé de l'autre avec le marteau. Au début, l'ébauchoir pour dégager les volumes dans l'épaisseur du bloc selon la technique dite du taglio a calata, taille procédant de haut en bas, typique des carriers et des tailleurs de pierre. Ensuite, alternant l'onglette, la dent de chien, et la gradine à 2, 3, 5 encoches, le sculpteur a défini les volumes par des passages subtilement gradués et avec peu de taille nette. Enfin, il a égalisé la surface jusqu'à l'obtention du poli le plus parfait, en recourant aussi à des poudres abrasives. Dans l'abondante et épaisse chevelure, le clair-obscur résulte de reliefs prononcés et de cavités profondes. Michel-Ange voulait, pour les cheveux de son David, une richesse volumétrique et des transitions subtiles. Il y a une autre indication, c'est que sur la feuille du croquis du bras de David, Michel-Ange a écrit « Davide con la fromba, io con l'arco » « David avec la fronde et moi avec l'arc ». Avec l'arc, c'est-à-dire qu'un outil de sculpture qu'on appelle l'arc. La corde de l'arc fait tourner un forêt qui permet, mais il faut être très patient, ça se fait progressivement, ça grave cette pierre très dure qu'est le marbre de Carrare. Au moins 2 interprétations sont possibles à ce commentaire tellement rare de l'artiste sur sa relation à son David. Est-ce que Michel-Ange se bat avec l'arc contre le marbre, comme David se bat avec la fronde contre Goliath, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire, ou bien Michel-Ange mesure le marbre comme David jauge son adversaire avec l'attaque. J'ai envie de dire que les 2 sont possibles et même probables. En tout cas, le métier du sculpteur, du tailleur est un métier physique. C'est une espèce de corps à corps qui s'engage entre Michel-Ange, qui est lui-même très athlétique, très noueux, et puis cet athlète qu'il est en train de faire sortir du marbre. L'artiste est connu pour s'habiller de façon très fruste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son hygiène est un peu rudimentaire. Il est très loin de la vie aristocratique à laquelle aurait pu le promettre sa naissance. Lui revendique l'abstinence. C'est un artisan, dit-il. Il le restera toujours. En février 1502, ça fait donc 6 mois qu'il y est, la statue est déjà considérée comme semi-achevée. Et en juin, à la Saint-Jean, on ouvre les portes de l'atelier et le public va pouvoir commencer à découvrir ce géant qui est en train de sortir du bloc. C'est extraordinaire. Le 25 mars 1504, il est achevé. Ce David, il est dévoilé aux dirigeants de la loge qui sont émerveillés par sa grâce, par sa force, par sa beauté. Ils admirent évidemment à la fois les traits juvéniles de David et puis en même temps sa force incroyable. Le galet sur l'épaule, il est là qui scrute Goliath. Les appuis du corps s'inspirent de la statuaire grecque antique, bien sûr. Ça passionne Michel-Ange. C'est un grand spécialiste de la statuaire antique, Michel-Ange.
Si le corps a l'air détendu, les détails des veines saillantes sur la main montrent la palpitation avant le combat, l'émotion du personnage. Et puis on suit les muscles saillants des épaules et du dos. Et puis cette chevelure qui tombe en boucles épaisses. Tout ça est assez extraordinaire. Je cite de nouveau Christina Agidini-Lucchina. La pose du David est étudiée et décrite avec tant d'exactitude que l'on peut imaginer l'instant suivant. La main gauche lâche l'extrémité de la fronde, celle-ci glisse contre le dos, le bras droit se tend et la fait tournoyer en large cercle jusqu'au moment où, lâchant un bout de la lanière repliée, la fronde s'ouvre et la pierre s'en va frapper Goliath au beau milieu du front. Je n'ai pas dit, mais c'est une évidence, que le David en question est entièrement nu. Ça, c'est un hommage de Michel-Ange à la statuaire antique. C'est pas du tout fréquent à l'époque. Le récit biblique raconte que le roi Saül a prêté une armure à David. Moi, là, il n'y a pas d'armure. Je cite Bernard Berenson, l'historien de l'art, celui qui, depuis la grande époque de la statuaire grecque, a été le premier à vraiment comprendre que le nu et le grand art figuratif n'étaient qu'une seule et même chose, fut Michel-Ange. Avant lui, le nu n'avait été étudié qu'à des fins scientifiques et utilisé comme moyen d'appoint pour représenter la figure vêtue. Lui le reconnaît comme une valeur en soi et comme le but ultime de son art. Franck Ferrand sur Radio Classique. Une commission se réunit pour décider de l'endroit où on va installer ce David. Et dans la commission, vous avez Léonard de Vinci, Sandro Botticelli, Filippino Lippi. Vous imaginez un peu les gens qui sont là. C'est extraordinaire. On décide que la statue sera exposée au meilleur endroit, devant l'entrée du palais de la seigneurie, là, en plein air. Et d'ailleurs, pendant le transfert de la statue, il y a des gamins qui vont bombarder le chef-d'œuvre à coups de pierre. C'est la première dégradation contre le David. On les arrête, on essaie de comprendre leur motivation. Personne ne les comprendra jamais. Bref, on installe David sur un socle de marbre blanc et rose. Michel-Ange fait le dernier polissage, il fait aussi dorer la fronde et la souche d'arbre au pied du géant. Et voici que le grand maître de la seigneurie, le gonfalonier Pier Soderini, celui qui dirige la République de Florence, sort du palais pour contempler l'œuvre. Il regarde, il fronce un peu les sourcils, il dit « Le nez n'est-il pas un peu fort ?» Michel-Ange est un diplomate dans l'âme, n'est-ce pas? Peut-être, en effet, Excellence, dit-il, et il va chercher un ciseau, il grimpe sur un escabeau, il fait semblant de retoucher la statue, et pour mieux berner le gonfalonier, il laisse tomber un nuage de poussière qu'il avait pris dans sa main, il redescend, il dit alors, Excellence, et maintenant? Ah oui, là, je l'aime mieux ainsi, vous lui avez donné vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 8 septembre 1504, qui est jour de fête religieuse, on inaugure la statue en grande pompe. Michel-Ange va recevoir du pape Jules II la commande de la fresque de la chapelle Sixtine 4 ans plus tard, et il est évident que son David n'est pas pour rien dans une commande pontificale aussi essentielle. David restera donc jusqu'en 1873 sur la place, ensuite il est mis à l'abri. À l'Académia, il va devenir une véritable icône, un symbole républicain pour certains, une magnification du nu viril pour d'autres. C'est ce que dit en tout cas André Chastel, qui nous livre ailleurs la clé de toute l'affaire. Je cite André Chastel, le très grand historien de l'art. Dans la philosophie de la Renaissance, le corps humain est un objet privilégié. Il est défini comme l'instrument de l'âme, son moyen d'insertion dans le monde sensible, mais il est davantage. Il représente un monde d'organisation supérieure à valeur universelle. Vous écoutez Radio Classique.